La fille des ordures était méprisée par tout le monde, et le millionnaire a vu la petite alliance suspendue à la chaîne autour de son cou. C'était la même qu'il avait fait faire avec le nom de sa fille avant qu'elle ne disparaisse il y a 25 ans. Le soleil matinal caressait les façades haussmanniennes du 7e arrondissement, transformant les pierres blondes en or pâle dans cette symphonie de luxe et d'élégance. Une note discordante troublait l'harmonie parfaite. Noémie Blanchard, 29 ans, fouillait méthodiquement les poubelles de la rue de Varennes. Ses mains expertes triaient rapidement le contenu des sacs plastiques. Bouteilles en verre d'un côté, canettes de l'autre, cartons au milieu. Chaque geste était calculé, fruit de 10 années d'expérience dans les rues parisiennes. Elle savait exactement où chercher, à quelle heure passer, comment éviter les regards dégoûtés des riverains qui sortaient nous promener leurs chiens de race. « Encore cette clocharde !» siffla une femme en tailleur Chanel, resserrant instinctivement son sac à main contre elle. Noémie fit mine de ne pas entendre. Elle avait appris depuis longtemps que répliquer ne servait qu'à attirer l'attention des flics, et elle n'avait pas envie de passer sa matinée au commissariat. Elle portait un jean troué aux genoux, un pull en laine vert olive qui avait connu des jours meilleurs, et des baskets dont la semelle droite se décollait légèrement. Ses cheveux châtains, attachés en queue de cheval désordonnée, encadraient un visage aux traits fins, mais marqué par les nuits à la belle étoile. Autour de son cou, une fine chaîne en argent terni supportait son unique trésor, une petite alliance en or, gravée de mots qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer complètement à cause de l'usure. Cette bague, elle la portait depuis aussi loin que sa mémoire remontait, sœur Marguerite, la vieille infirmière de l'orphelinat Sainte-Claire. La lui avait transformée en pendentif quand elle avait 8 ans. « C'était dans tes affaires quand tu es arrivée, ma petite », lui avait-elle dit avec douceur. « Ça doit être important, garde-la précieusement. » Noémie glissa machinalement ses doigts sur l'alliance, un geste devenu réflexe dans les moments difficiles. L'orphelinat, 30 km de Paris, entouré de champs à perte de vue, elle y avait grandi en se demandant constamment pourquoi ses parents l'avaient abandonnée. Les autres enfants avaient des histoires, parents morts dans un accident, famille trop pauvre pour s'en occuper. Elle n'avait rien. Juste un prénom sur un dossier aux pages jaunies, Noémie Blanchard, arrivée à l'âge de 4 ans, parents décédés dans un accident de voiture, le directeur, Monsieur Dubois, un homme sec aux lunettes épaisses, ne s'embarrassait pas de sentiments. « Tu n'as personne, Blanchard. Personne ne viendra te chercher. Alors arrête de rêver et concentre-toi sur tes études. » À 18 ans, comme tous les pupilles de l'État, elle avait été émancipée, un mot gentil pour dire « jeter dehors avec 3 fois rien ». On lui avait donné une petite somme d'argent, des papiers d'identité basiques et l'adresse d'un foyer pour jeunes majeurs à Paris. Le foyer était bondé, sale, dangereux. Elle n'y avait tenu que 3 mois avant de préférer la rue. La rue, au début, c'était l'enfer. La faim qui tenaille le ventre, le froid qui pénètre jusqu'aux os, la peur constante. Mais Noémie avait appris à survivre. Elle connaissait les bons coins pour dormir, les associations qui distribuaient des repas chauds, les endroits où l'on pouvait se laver sans être dérangé. Elle avait développé un 6e sens pour repérer les situations dangereuses, pour disparaître dans la foule quand il le fallait. Surtout, elle avait gardé sa dignité. Jamais elle ne mendiait. Jamais elle ne volait. Elle gagnait sa vie en récupérant ce que les riches jetaient, en revendant leurs déchets au centre de recyclage. C'était peu, mais c'était honnête. Un bruit de moteur la fit lever la tête. Une Mercedes noire aux vitres teintées venait de se garer devant l'immeuble haussmannien qu'elle nettoyait. Le chauffeur en sortit, un homme en costume sombre, et ouvrit la portière arrière avec déférence. Noémie baissa instinctivement la tête et accéléra ses gestes. Elle connaissait la musique. Plus vite elle disparaîtrait, mieux ce serait pour tout le monde. Mais ses mains tremblaient légèrement en manipulant les bouteilles. Cette alliance autour de son cou lui paraissait soudain plus lourde, comme si elle portait tout le poids de son passé mystérieux. Au fond d'elle, malgré toutes ces années de déception, une petite flamme refusait de s'éteindre. L'espoir idiot qu'un jour, quelqu'un viendrait lui expliquer qui elle était vraiment, qu'un jour, cette alliance révélerait ses secrets, qu'un jour, elle ne serait plus Noémie la clocharde, mais quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait sa place quelque part. Elle rassembla rapidement ses trouvailles dans son sac plastique déchiré et se dirigea vers la rue suivante. Encore 3 ou 4 immeubles, et elle aurait de quoi manger ce soir. Peut-être même de quoi s'offrir un café au bistrot de la gare.
le patron. Monsieur Ahmed était gentil avec elle. Il ne la chassait pas quand elle s'installait au comptoir avec ses 20 centimes. En marchant, elle observait ce monde qui l'entourait sans la voir, les femmes élégantes qui sortaient de chez leur coiffeur, les hommes d'affaires qui parlèrent fort au téléphone, les enfants bien habillés qui couraient vers l'école privée. Tous ces gens avaient une vie, une identité, une place dans la société. Ils étaient quelqu'un. Elle était invisible, un fantôme qui évoluait en parallèle de leur existence dorée, ramassant leurs déchets, nettoyant leurs traces, disparaissant dès qu'ils la remarquaient. Mais ce matin-là, en tournant rue du Bac, Noémie ne savait pas encore que son invisibilité touchait à sa fin. Elle ne savait pas qu'un homme dans cette Mercedes noire portait en lui la même douleur qu'elle, le même vide béant d'une identité perdue. Elle ne savait pas que dans quelques minutes, une simple rencontre allait faire basculer sa vie et révéler que parfois, ce que nous cherchons désespérément se trouve juste sous nos yeux. L'alliance tinta doucement contre sa poitrine, tandis qu'elle s'approchait du grand immeuble commercial, où des vigiles en uniforme montaient déjà la garde. Son destin l'attendait derrière ses portes de verre. Mais pour l'instant, Noémie Blanchard n'était encore qu'une ombre parmi les ombres, invisible dans les rues dorées de Paris. Gabriel Vasseur contemplait Paris depuis les baies vitrées de son bureau au 42e étage de la tour Montparnasse, à 58 ans. Cet homme aux tempes grisonnantes dirigeait un empire immobilier qui s'étendait sur toute l'Europe. Ses costumes sur mesure, sa Rolex Submariner et sa réputation d'homme d'affaires impitoyable lui ouvraient toutes les portes. Pourtant, derrière cette façade de réussite absolue, se cachait une blessure qui ne cicatrisait jamais. Son regard se posa sur les dizaines de photos qui envahissaient chaque surface disponible de son bureau. Toutes montraient la même petite fille aux boucles blondes et aux yeux verts pétillants. Lola, sa fille, disparue il y a 25 ans alors qu'elle n'avait que 4 ans. Monsieur Vasseur, la voix de sa secrétaire, Madame Durand, le tira de sa contemplation. « Votre rendez-vous de 10 heures est arrivé. Annulez-le, » répondit Gabriel sans se retourner. « Je sors inspecter les chantiers. » Madame Durand hocha la tête. Elle travaillait pour lui depuis 15 ans et connaissait ces moments où son patron avait besoin de mouvement pour échapper à ses démons. Elle savait aussi qu'aujourd'hui marquait un anniversaire particulièrement douloureux, le jour où Lola aurait eu 29 ans. Gabriel ferma les yeux et se laissa emporter par le souvenir de cette journée maudite. C'était un mardi de septembre 1999. Il revenait d'un voyage d'affaires à Londres, impatient de retrouver sa petite princesse. Le divorce avec Céline avait été difficile, mais ils avaient finalement trouvé un accord pour la garde partagée. Lola passerait une semaine chez sa mère, une semaine chez lui. Cette semaine-là, c'était son tour. Il était rentré à la villa de Neuilly vers 18h, les bras chargés de cadeaux. La nounou, Agnès Perrault, l'avait accueilli avec un sourire étrange qu'il n'avait pas su interpréter sur le moment. « Où est ma poupée ?» avait-il demandé en posant ses valises dans l'entrée. « Monsieur Gabriel ?» Agnès avait paru hésiter. « Lola, elle n'est pas là. » Le sourire de Gabriel s'était figé. « Comment ça, elle n'est pas là ? Sa mère devait me l'amener ce matin. » « Elle est venue, oui. Mais Lola, elle était très triste. Elle a dit qu'elle ne voulait plus vivre ici, qu'elle ne voulait plus vous voir. » Ces mots avaient frappé Gabriel comme une gifle. « C'est impossible. Lola m'adore. Où est-elle ?» Agnès lui avait alors tendu une feuille de papier, couverte de l'écriture maladroite d'une enfant de 4 ans. « Papa, je ne veux plus être ta fille. Tu m'aimes plus. Je pars avec maman pour toujours. Au revoir. » Gabriel avait immédiatement appelé Céline, mais son ex-femme était aussi paniquée que lui. Lola n'était jamais arrivée chez elle. Personne ne savait où elle était. S'en était suivie la nuit la plus longue de sa vie. Police, hôpitaux, morgue, rien. Lola avait disparu comme si elle n'avait jamais existé. Seule restait cette lettre d'adieu qui ne lui ressemblait pas, et le témoignage d'Agnès, qui jurait avoir vu la petite partir avec un taxi. « Elle m'a dit qu'elle savait où aller », répétait la nounou. « Je pensais qu'elle allait chez sa maman. » L'enquête avait piétiné. Les policiers avaient d'abord soupçonné un enlèvement, puis s'étaient rabattus sur l'hypothèse de la fugue. Une enfant de 4 ans qui disparaît volontairement. Gabriel n'y avait jamais cru. Mais les preuves manquaient. Le plus troublant était la disparition simultanée d'Agnès Perrault, 3 jours après celle de Lola. La nounou s'était volatilisée, elle aussi. Sa chambre était vide.
ses affaires personnelles envolées. On avait découvert plus tard qu'elle avait vidé une partie du coffre-fort familial, 500 000 € en liquide. Les enquêteurs en avaient conclu qu'elle avait profité du chaos pour s'enfuir avec son petit ami, un certain Rémi Dubois dont personne n'avait jamais retrouvé la trace, sûrement parti au Canada, avait déclaré l'inspecteur en charge du dossier. Ces gens-là, ils disparaissent facilement là-bas. Gabrielle n'avait jamais accepté cette version. Agnès travaillait pour sa famille depuis 3 ans. Elle semblait dévouée, fiable. Comment avait-elle pu abandonner Lola dans un moment pareil? Et pourquoi voler cet argent justement maintenant? Mais les années avaient passé sans apporter de réponse. Le dossier avait été classé. Céline, rongée par la culpabilité et la douleur, avait sombré dans l'alcool avant de mourir dans un accident de voiture 5 ans plus tard. Gabrielle était restée seule avec sa quête obsessionnelle. Il avait engagé les meilleurs détectives privés d'Europe, offert des récompenses considérables, fait passer des annonces dans tous les journaux. Il avait créé la fondation Lola Vasseur, qui aidait les familles d'enfants disparus et finançait des recherches. 25 ans et plusieurs millions d'euros plus tard, il n'avait toujours aucune piste concrète. Son téléphone vibra, le ramenant au présent, un message de son contremaître. Problème sur le chantier rue du Bac, les riverains se plaignent encore. Gabrielle soupira. Ce projet immobilier dans le 7e arrondissement lui tenait à cœur. Un complexe de bureaux haut de gamme qui devait porter le nom de Lola Tower. Un monument à sa fille disparue. Visible depuis toute la ville, il rassembla ses affaires et quitta son bureau, dans l'ascenseur qui l'emmenait au parking souterrain. Il observa son reflet dans le miroir, cheveux poivre et sel. Rides de fatigue autour des yeux verts, les mêmes que ceux de Lola. Il vieillissait, et elle restait éternellement cette petite fille de 4 ans sur les photos. Parfois, dans ses rêves, il la voyait grandir. Il imaginait à quoi elle ressemblerait aujourd'hui, une jeune femme de 29 ans, peut-être mariée, peut-être mère à son tour. Il aurait pu être grand-père. Son chauffeur, Henri, l'attendait près de la Mercedes. « Bonjour, monsieur Vasseur, où allons-nous ? Rue du Bac et Henri ? Oui, monsieur. Roulez doucement, j'ai besoin de réfléchir. » Tandis que la voiture s'engageait dans les rues de Paris. Gabrielle ferma les yeux et serra dans sa poche la petite boîte de velours qu'il portait toujours sur lui. À l'intérieur, une alliance minuscule, en or 18 carats, gravée avec amour. Lola, amour éternel, papa. Il l'avait fait faire pour les 4 ans de sa fille. Mais elle avait disparu avant qu'il puisse la lui offrir. Cette alliance était devenue son talisman, sa promesse silencieuse de ne jamais cesser de chercher. Chaque matin, il la touchait en pensant à elle. Chaque soir, il s'endormait en imaginant le jour où il pourrait enfin la passer au doigt de sa fille. La Mercedes tourna rue du Bac, se dirigeant vers ce qui allait devenir. Sans qu'il le sache encore, le lieu de sa renaissance, Noémie s'approcha prudemment de l'imposant immeuble de verre et d'acier qui se dressait rue du Bac. Les travaux de construction touchaient à leur fin, et les ouvriers s'affairaient autour de l'entrée principale. C'était le moment idéal pour récupérer les déchets des bureaux temporaires. Souvent, les entreprises jetaient des choses encore utilisables. Elle contourna discrètement le chantier, cherchant les bennes de recyclage, quand une voix autoritaire l'interpella. « Hé, vous, qu'est-ce que vous foutez là ?» 2 vigiles en uniforme noir s'avancèrent vers elle d'un pas menaçant. Le plus grand, un homme aux épaules carrées et au crâne rasé, la regardait avec un mélange de dégoût et d'agacement. « Je ramasse juste les bouteilles », balbutia Noémie en montrant son sac plastique. « Je ne fais rien de mal. »« Rien de mal », ricana le 2e vigile, plus petit, mais tout aussi agressif. « Tu crois qu'on va laisser une clocharde comme toi salir la façade de notre chantier ? Les investisseurs viennent visiter dans 1 heure. Je ne salis rien, je vous assure. Je vais partir tout de suite. » Mais les 2 hommes n'écoutèrent déjà plus. Le grand vigile lui arracha brutalement son sac des mains, éparpillant les bouteilles sur le trottoir. « Regarde-moi ce bordel. Tu crois qu'on va nettoyer derrière toi ? S'il vous plaît. » Noémie tenta de récupérer ses affaires. Mais le vigile la repoussa violemment. Elle tituba et tomba à genoux sur l'asphalte, s'écorchant les paumes. « Dégage avant qu'on appelle les flics. On ne veut pas voir ta sale gueule dans le coin. » Le petit vigile donna un coup de pied dans les bouteilles, qui roulèrent dans le caniveau. Noémie sentit les larmes lui monter aux yeux. Moins à cause de la douleur physique que de l'humiliation. Encore une fois, elle n'était rien. Moins que rien. Ça suffit.
Une voix grave et autoritaire fit se retourner tout le monde. Gabriel Vasseur sortait de sa Mercedes, le visage sombre de colère. Il n'avait vu que la fin de la scène. Mais c'était déjà trop. « Monsieur Vasseur », le grand vigile blêmit, « on ne savait pas que vous arriviez. » Cette personne perturbait le chantier. On la faisait juste partir. En la frappant, Gabriel s'avança, imposant dans son costume anthracite. « C'est comme ça que vous représentez ma société. »« Non, monsieur. »« On ne l'a pas frappée. Elle est tombée toute seule, cette clocharde. Fermez-la. » Gabriel aida Noémie à se relever. « Madame, vous êtes blessée. » Noémie leva des yeux étonnés vers cet homme qui lui parlait avec respect. « Non, ça va. Juste des égratignures. » Gabriel examina ses paumes écorchées avec une attention qui la troubla. Il y avait quelque chose dans son regard, une douceur inattendue qui contrastait avec sa prestance d'homme d'affaires. « Henri » appela-t-il son chauffeur. « Apportez-moi la trousse de secours de la voiture. »« Monsieur, ce n'est vraiment pas nécessaire, » protesta Noémie, gênée par cette sollicitude. « Je vais juste... » Elle s'interrompit en croisant le regard de Gabriel. Quelque chose d'étrange se passait. Il la fixait avec une intensité dérangeante, comme s'il essayait de résoudre une énigme. Ses yeux verts scrutaient son visage avec une attention presque douloureuse. « Vos yeux, » murmura-t-il. « Ils sont... » Il secoua la tête, se reprenant. « Pardonnez-moi, c'est juste que... Vous me rappelez quelqu'un ?» Henri arriva avec la trousse de premier secours. Gabriel nettoya délicatement les écorchures de Noémie avec une compresse antiseptique, ses gestes d'une douceur surprenante pour un homme de sa corpulence. « Voilà, ce n'est pas grave, mais il faut désinfecter. » Noémie hocha la tête, encore sous le choc de cette gentillesse inattendue, en se penchant pour ramasser son sac. Sa chaîne glissa hors de son pull. La petite alliance en or accrocha un rayon de soleil et brilla d'un éclat doré. Gabriel se figea. Son regard se fixa sur le bijou avec une intensité qui fit frissonner Noémie. Lentement, comme s'il craignait qu'elle ne s'évapore, il tendit la main vers l'alliance. « Cette bague, où l'avez-vous eue » Sa voix était devenue rauque, presque suppliante. Noémie recula instinctivement, protégeant son trésor de sa main libre. « C'est à moi, je l'ai depuis toujours. »« Non, vous ne comprenez pas. » Gabriel sortit la petite boîte de velours de sa poche, les mains tremblantes. « Regardez. » Il ouvrit l'écrin, révélant une alliance identique à celle de Noémie, exactement la même taille, le même or, la même finesse. Les deux bijoux auraient pu sortir du même moule. « Mon Dieu !» souffla Noémie. Gabriel s'approcha d'elle, scrutant l'inscription sur sa bague. Ses lèvres bougèrent, silencieusement, déchiffrant les mots gravés. « Lola, amour éternel, papa. » Le monde s'écroula autour de lui, ses jambes se dérobèrent, et il dut s'appuyer contre la Mercedes pour ne pas tomber. Henri se précipita, inquiet. « Monsieur Vasseur, ça va !» Gabriel ne l'entendait plus. Il ne voyait plus que cette alliance, ce visage aux yeux verts, ces traits qu'il avait cherchés pendant 25 ans, la petite fille de ses rêves, devenue femme. « Lola !» murmura-t-il, la voix brisée. Noémie recula, affolée par l'émotion de cet inconnu. « Je ne sais pas qui est cette Lola. Mon nom, c'est Noémie, Noémie Blanchard. » « Non. » Gabriel secoua la tête, les yeux brillants de larmes. « Cette bague, je l'ai fait faire il y a 25 ans pour ma fille. Pour ses 4 ans, elle s'appelait Lola. Vous délirez. Cette alliance, elle est à moi depuis que je suis toute petite. L'infirmière de l'orphelinat me l'a donnée. » Le mot « orphelinat » frappa Gabriel comme une révélation. Tout se mettait en place. L'âge, les yeux, les traits du visage qui lui rappelaient douloureusement quelqu'un. Quel orphelinat? Ou quand y êtes-vous arrivé? Noémie hésita, troublée par l'urgence dans sa voix. Sainte-Claire, j'avais 4 ans quand on m'y a emmenée. Mes parents étaient morts dans un accident. C'est ce qu'on m'a dit. Gabriel sentit son cœur exploser dans sa poitrine. 4 ans, l'âge qu'avait Lola quand elle avait disparu. Il regarda de nouveau cette jeune femme, cherchant dans ses traits ceux de sa petite fille, les yeux verts, le menton volontaire, cette petite fossette sur la joue droite. « Seigneur », souffla-t-il, « c'est impossible. » Les vigiles, Henri et les ouvriers assistaient à cette scène sans rien comprendre. Gabriel et Noémie se regardaient, 2 âmes perdues, qui venaient peut-être de se retrouver. « Écoutez », dit Gabriel en essayant de contrôler sa voix, « je sais que ça paraît fou, mais
Accepteriez-vous de venir prendre un café avec moi? J'ai des choses à vous montrer, des photos, des documents. » Noémie hésita. Toute sa vie, elle avait rêvé de découvrir ses origines, et voilà qu'un inconnu prétendait reconnaître sa bague, parlait d'orphelinat, d'une fille disparue. « Je ne vous connais pas. Comment je peux vous faire confiance ?» Gabriel comprit sa méfiance. Il sortit son portefeuille et lui tendit sa carte d'identité. Ses cartes de visite. Gabriel Vasseur. J'ai 58 ans. Ma fille Lola a disparu il y a 25 ans. Si vous n'êtes pas elle, si je me trompe, je vous présenterai mes excuses et vous laisserai tranquille. Mais cette bague, il désigna l'alliance. Cette bague, c'est moi qui l'ai commandée. Chez Cartier, place Vendôme, j'ai encore la facture. Noémie porta instinctivement la main à son cou, touchant son trésor. Pour la première fois depuis des années, l'espoir fou de découvrir ses origines renaissait en elle. D'accord, dit-elle finalement. Un café, mais dans un lieu public. Gabriel sourit à travers ses larmes. Bien sûr, il y a un café juste en face, le Procope. Tandis qu'ils traversaient la rue côte à côte, l'homme d'affaires millionnaire et la récupératrice de déchets, aucun d'eux ne savait encore qu'ils venaient de franchir le premier pas vers la vérité la plus bouleversante de leur vie. Le café Procope bourdonnait de l'activité habituelle du midi. Gabriel avait choisi une table isolée près de la vitrine, d'où il pouvait observer la rue tout en parlant. Noémie sirotait nerveusement son café au lait, jetant des coups d'œil méfiants à cet homme qui prétendait être son père. Gabriel ouvrit son attaché-case et en sortit une épaisse chemise beige. « Je porte toujours ça sur moi », expliqua-t-il. 25 ans d'enquête, photos, témoignages, rapports de police. Il étala sur la table une série de photographies. Noémie retint son souffle. Une petite fille aux boucles blondes et aux yeux verts la regardait, souriante, dans les bras d'un Gabriel plus jeune. Lola avait 4 ans sur cette photo, c'était 3 semaines avant sa disparition. Noémie étudia le visage de l'enfant, cherchant une ressemblance. Les yeux, peut-être, et cette fossette sur la joue droite qu'elle retrouvait dans son propre reflet. « Vous pensez vraiment que je suis cette petite fille? Regardez. » Gabriel sortit une autre photo, prise le jour du 4e anniversaire de Lola. Vous voyez ce qu'elle porte au cou. Une chaîne argentée avec un petit pendentif en forme d'étoile. Pas d'alliance. Noémie fronça les sourcils. Ce n'est pas la même bijou que le mien. Non, parce que l'alliance était son cadeau d'anniversaire. Je n'ai jamais pu la lui donner. Gabriel sortit la petite boîte de velours. Elle devait la recevoir le soir de sa disparition. Il lui raconta tout, le voyage d'affaires à Londres, le retour à la villa de Neuilly, la lettre d'adieu incompréhensible, Agnès Perrault, qui prétendait avoir vu Lola partir en taxi. Agnès était notre gouvernante depuis 3 ans, une femme discrète, efficace. Elle s'occupait parfaitement de Lola quand j'étais en déplacement. Noémie l'écoutait, fascinée malgré elle. Et cette femme a disparu aussi, 3 jours après Lola, en emportant 500 000 € du coffre familial. La police a conclu qu'elle avait profité du chaos pour s'enfuir avec son petit ami. Vous n'y avez jamais cru. Gabriel secoua la tête. Agnès n'avait pas de petite amie. Elle était, comment dire, très solitaire, presque maladive dans son dévouement à la famille. Je n'ai jamais compris pourquoi elle aurait abandonné Lola. Noémie toucha machinalement son alliance. Racontez-moi l'orphelinat. Qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous y êtes arrivés? Que mes parents étaient morts dans un accident de voiture. J'avais 4 ans. Je ne me souvenais de rien d'avant, juste des bribes, une grande maison, un jardin avec des roses blanches, et cette alliance que sœur Marguerite a trouvée cousue dans la doublure de ma robe. Gabriel tressaillit. Des roses blanches. Ma villa de Neuilly avait une roseraie. Céline, ma ex-femme, elle adorait les roses blanches. Un silence pesant s'installa entre eux. Trop de coïncidences, trop d'éléments qui concordaient. Il faut qu'on fasse un test ADN, murmura Gabriel. C'est le seul moyen d'être sûr. Noémie hésita. Toute sa vie, elle avait rêvé de retrouver sa famille. Mais maintenant que l'occasion se présentait, elle avait peur. Peur d'être déçue une fois de plus. Peur que ce soit encore un mirage. Et si ce n'est pas moi? Si vous vous trompez? Gabriel la regarda avec une tendresse qui lui serra le cœur. Alors je m'excuserai et vous laisserai tranquille. Mais cette alliance, votre âge, vos yeux, je ne peux pas ignorer tous ces signes.
à 300 km de là, à Lyon, Viviane Meunier raccrocha son téléphone portable, le visage blême, sa main tremblait légèrement en reposant l'appareil sur le bureau de son bureau directorial. L'appel venait d'un ancien contact de la police parisienne. Un inspecteur à la retraite qui lui rendait parfois service moyennant rémunération. « Il se passe quelque chose dans l'affaire Vasseur », avait-il dit. Gabriel Vasseur a demandé la réouverture du dossier de sa fille. Il prétend avoir trouvé une piste. Viviane, qui s'appelait autrefois Agnès Perrault, sentit la panique l'envahir. 25 ans, 25 années, à construire méticuleusement une nouvelle vie, une nouvelle identité. Elle dirigeait maintenant un réseau de 6 crèches dans la région lyonnaise. Jouissait d'une réputation irréprochable. Personne ne soupçonnait que la respectable Madame Meunier avait autrefois été une gouvernante obsédée qui avait détruit une famille. Elle se leva et marcha vers la fenêtre de son bureau, observant les enfants qui jouaient dans la cour de sa crèche principale. Ironie du sort, elle avait consacré sa nouvelle vie aux enfants comme une pénitence, ou comme une façon de rester proche de ce qu'elle avait perdu, car elle avait aimé Lola, d'un amour malade, possessif, mais sincère. Ces 3 jours où elle l'avait gardée chez elle, avant de l'abandonner à l'orphelinat, avaient été les plus beaux de sa vie. La petite l'appelait Tata Agnès, et se blottissait contre elle quand elle avait peur. Mais Gabriel ne l'avait jamais vue. Pour lui, elle n'était qu'une employée efficace, transparente. Elle avait passé 3 ans à espérer un regard, un geste, une reconnaissance de sa dévotion. En vain, le plan avait germé lentement dans son esprit malade. Si elle ne pouvait pas avoir l'amour de Gabriel, au moins pourrait-elle détruire son bonheur, lui faire mal comme il lui faisait mal en l'ignorant. Elle avait tout préparé minutieusement, les faux papiers pour Lola, le contact à l'orphelinat qui accepterait l'enfant sans poser trop de questions, l'histoire de l'accident de voiture. Elle avait même falsifié la lettre d'adieu, imitant l'écriture maladroite d'une enfant de 4 ans. Et maintenant, tout ce château de cartes risquait de s'écrouler. Viviane retourna à son bureau et alluma son ordinateur. Elle devait savoir exactement ce qui se passait à Paris. Gabriel avait-il vraiment trouvé une piste? Était-ce possible qu'après toutes ces années, elle tapa Gabriel Vasseur dans le moteur de recherche et tomba sur un article du Parisien daté de la veille? Le magnate de l'immobilier relance l'enquête sur sa fille disparue. L'article était vague, mais mention était faite d'un élément nouveau qui avait poussé Gabriel à contacter de nouveau la police. Viviane sentit sa gorge se serrer. Un élément nouveau. Cela pouvait-il signifier qu'il avait retrouvé Lola? Elle ouvrit son coffre-fort personnel et en sortit un dossier qu'elle n'avait pas consulté depuis des années. Photos de presse de Gabriel et de Lola, articles sur la disparition, coupures de journaux qu'elle avait collectionnées obsessionnellement, au fond du dossier, une photo qu'elle avait prise en secret. Lola endormie dans son lit d'enfant, 3 jours avant l'enlèvement. « Ma petite princesse », murmura-t-elle en caressant la photo. « Tu étais si belle. » Son téléphone sonna, la faisant sursauter. Son assistante, Madame Meunier, « Votre rendez-vous de 15h est arrivé. »« Annulez-le », répondit Viviane d'une voix tendue. « Et annulez aussi tous mes rendez-vous de la semaine. Dites que je suis souffrante. » Elle raccrocha et retourna à son ordinateur. Si ses craintes se confirmaient, si Gabriel avait vraiment retrouvé Lola, elle devait agir. 25 ans de liberté ne s'effaceraient là pas sans combat. Elle commença à pianoter sur le clavier, recherchant toutes les informations possibles sur les récents mouvements de Gabriel Vasseur. Où était-il allé? Qui avait-il rencontré? Qu'est-ce qui avait pu le mettre sur la piste? Pendant ce temps, à Paris, Gabriel et Noémie quittaient ensemble le café, direction le laboratoire d'analyse médicale le plus proche. Ils ne savaient pas qu'à 300 km de là, une femme qu'ils croyaient disparue depuis longtemps planifiait déjà sa vengeance. Le test ADN prendrait 48 heures. 48 heures pour savoir si le destin avait vraiment réuni un père et sa fille, ou si ce n'était qu'un cruel hasard. Résultat positif, probabilité de paternité, 99,99%. Les mots du docteur Lemoine résonnèrent dans le silence du laboratoire comme un coup de tonnerre. Gabriel, assis en face du médecin, sentit ses jambes se dérober sous lui. À côté de lui, Noémie fixait le rapport d'analyse, incapable de réaliser ce qui venait de se passer. « Vous êtes bien certain ?» demanda Gabriel d'une voix tremblante. « Absolument. Les marqueurs génétiques ne laissent aucun doute possible. Mademoiselle Blanchard est votre fille biologique. »
Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. 48 heures d'attente venaient de s'achever par la confirmation de l'impossible. Noémie Blanchard était Lola Vasseur. Gabriel se tourna vers sa fille, et vit qu'elle pleurait en silence, les yeux rivés sur le document. 29 ans de questions sans réponse venaient de trouver leur conclusion en quelques lignes dactylographiées. « Lola », murmura-t-il. « Non ». Elle leva brusquement la tête. Les joues ruisselantes de larmes. « Je ne suis pas Lola, je suis Noémie. Je ne me souviens de rien d'avant l'orphelinat. Cette Lola, cette petite fille, elle n'existe plus. » Gabriel tendit la main vers elle, mais elle recula instinctivement. « Je comprends que ce soit difficile à accepter. Moi-même, j'ai du mal à y croire. Mais vous êtes ma fille, ma petite fille que j'ai cherchée pendant 25 ans. Votre petite fille est morte il y a 25 ans, » explosa Noémie. Morte avec ses souvenirs, ses habitudes, son passé. Moi, je suis Noémie Blanchard, 29 ans, née nulle part. Élevée par l'assistance publique, je dors dans la rue, je fouille les poubelles pour survivre. Je ne suis pas votre princesse en dentelle. Elle se leva brusquement et se dirigea vers la sortie. Gabriel la rattrapa dans le couloir. « Attendez, s'il vous plaît, je sais que c'est un choc. » Mais un choc. Noémie se retourna, les yeux brillants de colère et de douleur. « Vous croyez que c'est juste un choc? Toute ma vie, j'ai rêvé de retrouver mes parents. Je m'inventais des histoires. Ils étaient partis en voyage et allaient revenir me chercher. Ils m'avaient perdu dans la foule et me cherchaient partout. Et maintenant j'apprends que j'avais un père millionnaire qui vivait à quelques kilomètres de l'orphelinat. Vous savez ce que ça fait? » Gabriel encaissa le coup, comprenant sa douleur. « J'ai cherché partout. J'ai engagé les meilleurs détectives. Vous avez mal cherché, » cria-t-elle. « Pendant que je crevais dans cet orphelinat de merde, pendant que je vivais dans la rue, vous étiez là, à portée de main. » Elle s'effondra contre le mur, secouée de sanglots. Gabriel s'approcha doucement, n'osant pas la toucher. « Vous avez raison. J'ai échoué. J'ai échoué à vous protéger. J'ai échoué à vous retrouver. Mais maintenant, je veux rattraper le temps perdu. Si vous me laissez une chance. » Noémie releva la tête, le regard dur. « Une chance. Pourquoi faire? Pour jouer au papa-poule avec une fille de 29 ans? Pour que je revienne sagement dans votre belle maison en faisant comme si rien ne s'était passé? Non, pour apprendre à nous connaître. Pour que vous compreniez que pas un jour ne s'est écoulé sans que je pense à vous. Pour que vous sachiez que vous avez été aimée, même absente. » Ces mots touchèrent Noémie plus qu'elle ne voulait l'admettre. Toute sa vie, elle avait cru être un accident, un fardeau dont ses parents avaient voulu se débarrasser. Apprendre qu'elle avait été désirée, aimée, cherchée, c'était bouleversant. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement. « C'est trop d'un coup, je ne peux pas. » Bien sûr, prenez tout le temps qu'il vous faut, mais acceptez au moins que je vous aide. Vous n'avez pas besoin de dormir dans la rue. J'ai une chambre d'amis, ou si vous préférez, je peux vous louer un appartement. Je ne veux pas de votre argent. Ce n'est pas de la charité. Vous êtes ma fille, mon héritière. Tout ce que j'ai vous appartient de droit. » Noémie le regarda longuement, cherchant dans ses yeux verts, si semblables aux siens, une trace de mensonge ou de calcul. Elle n'y trouva qu'une sincérité douloureuse et un amour paternel longtemps refoulé. « D'accord, » dit-elle finalement, « mais temporairement, et j'ai mes conditions. » Gabriel hocha vivement la tête. « Tout ce que vous voudrez. Je garde mon prénom, Noémie. Pas question que vous m'appeliez Lola. Entendu. Je ne veux pas que ça se sache. Pas de journaliste, pas de publicité, ma vie privée reste privée. Bien sûr. Et je continue mon travail, je ne veux pas devenir une princesse oisive qui se tourne les pouces. » Gabriel fronça les sourcils. « Votre travail? Mais vous n'avez pas besoin de... » « Si, j'ai besoin de me sentir utile, de gagner ma vie. C'est important pour moi. Très bien, nous trouverons une solution. » À Lyon, Viviane Meunier éteignit son ordinateur et se laissa tomber dans son fauteuil de direction. Ses recherches avaient confirmé ses pires craintes. Gabriel Vasseur et une mystérieuse jeune femme s'étaient rendus ensemble dans un laboratoire d'analyse médicale. L'information lui était parvenue par un contact dans la police scientifique. Moyennant une somme considérable, un test ADN, il n'y avait qu'une explication possible. Viviane ferma les yeux et revit le visage de la petite Lola, endormie dans ses bras 25 ans plus tôt,
ces 3 jours magiques où elle avait pu jouer à la maman, où elle avait eu l'illusion d'avoir une famille, la fillette l'appelait Tata Agnès et lui faisait confiance. Puis était venu le moment où il avait fallu s'en séparer, le plus dur de sa vie. Mais elle n'avait pas eu le choix. Gabrielle ne pouvait pas la récupérer, pas après ce qu'elle avait fait. L'orphelinat Sainte-Claire l'avait accueillie sans poser trop de questions. Viviane avait versé une somme importante au directeur pour qu'il ferme les yeux sur les papiers d'identité approximatifs. Noémie Blanchard, 4 ans, orpheline, une nouvelle identité pour une nouvelle vie, et maintenant, cette nouvelle vie risquait de s'écrouler. Viviane ouvrit le tiroir secret de son bureau et en sortit un revolver calibre 38. Elle l'avait acheté il y a des années, par paranoïa, se disant qu'un jour elle pourrait en avoir besoin. Ce jour était peut-être arrivé. Elle ne pouvait pas laisser Lola détruire tout ce qu'elle avait construit. Ses crèches, sa réputation, sa liberté, tout cela valait plus que la vie d'une ancienne clocharde qui aurait dû rester dans l'ombre. Son téléphone sonna, un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Allô ? Madame Meunier, inspecteur Durand, police judiciaire de Lyon, nous aimerions vous poser quelques questions concernant votre passé. Seriez-vous disponible demain matin ? » Le sang de Viviane ne fit qu'un tour. « Mon passé, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Il s'agit d'une ancienne affaire parisienne, une certaine Agnès Perrault. Nous pensons que vous pourriez nous aider. » Viviane raccrocha brutalement, le cœur battant. Il savait, d'une manière ou d'une autre, ils avaient dû faire le lien entre Viviane Meunier et Agnès Perrault. Elle regarda de nouveau le revolver, plus le temps d'hésiter. Si elle voulait sauver sa peau, elle devait agir vite. Cette nuit-là, tandis que Gabrielle installait Noémie dans la chambre d'amis de sa villa de Neuilly, une femme conduisait vers Paris dans la nuit noire, un plan de vengeance se dessinant dans son esprit malade. L'histoire qui avait commencé 25 ans plus tôt dans cette même maison allait enfin trouver sa conclusion, mais pas celle que Gabrielle et Noémie espéraient. Dans l'ombre, Agnès Perrault était de retour. Et cette fois, elle ne laisserait rien ni personne détruire sa nouvelle vie. La villa de Neuilly n'avait pas changé. Noémie gravit lentement les marches du perron, son sac plastique déchiré à la main. Elle avait refusé que Gabrielle lui achète de nouveaux vêtements pour l'instant. Devant la porte d'entrée en chêne massif, elle hésita. « C'est votre maison », dit doucement Gabrielle en sortant ses clés. Enfin, c'était votre maison. L'intérieur la frappa par son élégance bourgeoise. Parquet en point de Hongrie, moulure dorée, tableau de maître. Tout respirait le luxe discret, si loin de l'univers spartiate de l'orphelinat. Pourtant, quelque chose dans l'atmosphère lui sembla familier, sans qu'elle puisse dire quoi. « La chambre d'amis est au premier étage », proposa Gabrielle. « Mais si vous voulez, votre ancienne chambre est restée intacte. » Noémie fronça les sourcils. « Intacte, depuis 25 ans. » Gabrielle baissa les yeux. Gênée, je n'arrivais pas à accepter qu'elle soit partie. Alors j'ai tout gardé en l'état, comme un musée. Il la guida vers l'escalier. À chaque marche, Noémie sentait des bribes de souvenirs flotter à la lisière de sa conscience, insaisissables comme des parfums d'enfance. Au premier étage, Gabrielle s'arrêta devant une porte peinte en rose pâle. « Vous êtes sûre que vous voulez voir ?» Noémie hocha la tête. Gabrielle tourna la poignée. La chambre était un condensé de féerie enfantine figée dans le temps. Lit à baldaquin rose et blanc, commode assortie, étagères croulant sous les peluches et les poupées. Sur les murs, des dessins d'enfants encadrés avec soin, et partout, des photos, Lola qui souffle ses bougies, Lola au jardin, Lola dans les bras de Gabrielle. Noémie s'avança lentement, touchant les objets comme des reliques sacrées. Un cheval à bascule en bois laqué, une maison de poupées de 3 étages, des livres d'images aux couvertures usées, 7 peluches. Elle saisit un lapin en velours beige, l'oreille gauche à moitié décousue. « Je me souviens de cette peluche. » Gabrielle retint son souffle. « Monsieur Lapinou, vous ne vous en sépariez jamais. Vous disiez qu'il avait mal à l'oreille et qu'il fallait le soigner. » D'autres fragments revinrent à Noémie. L'odeur de la lavande dans les draps, le goût des madeleines au petit déjeuner, le bruit de la fontaine dans le jardin. « Le jardin » murmura-t-elle. « Il y avait des roses blanches. Votre maman adorait les roses. Elle passait des heures à s'en occuper. » Noémie se tourna vers lui. « Maman, où est-elle » Gabrielle ferma les yeux. « Céline est morte il y a 20 ans.
Dans un accident de voiture, elle n'a jamais surmonté votre disparition. L'alcool, la dépression. Elle s'est tuée un soir d'hiver sur l'autoroute A4. Oh, Noémie s'assit lourdement sur le petit lit, apprendre qu'elle avait eu une mère qui l'aimait, puis découvrir aussitôt qu'elle l'avait perdue à jamais. C'était cruel. Je suis désolée, j'aurais dû vous le dire plus délicatement. Non, j'avais besoin de savoir. Elle caressa l'oreille abîmée du lapin. Elle était comment? Gabrielle s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. Douce, artiste, elle peignait des aquarelles magnifiques. Vous tenez d'elle votre sensibilité et de vous. Mon obstination, j'espère, et ma tendance à foncer tête baissée. Un petit sourire effleura les lèvres de Noémie. Ça, j'ai dû le développer toute seule dans la rue. Ils restèrent silencieux un moment. Chacun apprivoisant cette nouvelle réalité, Gabrielle observait sa fille retrouvée, cherchant dans ses traits d'adulte la petite fille d'autrefois. Noémie, elle, tentait de reconstituer mentalement le puzzle de sa vie perdue. Cette gouvernante, Agnès, vous me la décrivez comment? Gabrielle réfléchit. Discrète, efficace, un peu intense dans sa dévotion au travail, elle était arrivée par une agence de placement. Excellente référence. Célibataire, sans famille, elle semblait sincèrement attachée à vous. Et elle a disparu quand? 3 jours après vous, avec 500 000 € du coffre-fort. La police a conclu qu'elle avait profité de la confusion pour s'enfuir avec son supposé petit ami. Noémie fronça les sourcils. Vous n'y avez jamais cru. Agnès n'avait pas de petit ami. Je l'aurais su, elle était, comment dire, très solitaire, presque maladive dans son attachement à la maison. Maladive comment? Gabrielle chercha ses mots. Elle travaillait tout le temps, même ses jours de congé. Elle trouvait des prétextes pour rester. Elle connaissait mes horaires par cœur, anticipait mes besoins. Parfois, j'avais l'impression qu'elle me regardait bizarrement, mais je me disais que c'était de l'admiration professionnelle. Un frisson parcourut Noémie. Et si ce n'était pas de l'admiration professionnelle, que voulez-vous dire? Et si elle était amoureuse de vous? Et si elle m'a enlevée par jalousie? Gabrielle la regarda, choquée. C'est impossible. Agnès elle était juste une employée. Pour vous, peut-être, mais pour elle. Cette hypothèse troubla Gabrielle plus qu'il ne voulait l'admettre. Rétrospectivement, certains comportements d'Agnès prenaient un sens différent. Sa façon de le regarder quand elle pensait qu'il ne la voyait pas. Sa connaissance obsessionnelle de ses habitudes, sa réticence à prendre des congés. Il faut que j'appelle l'inspecteur Moreau. Il s'occupe de rouvrir l'enquête. Pendant que Gabrielle téléphonait. Noémie explora le reste de la maison. Chaque pièce réveillait des souvenirs fragmentaires. La cuisine où elle prenait son goûter, le salon où elle regardait les dessins animés, la bibliothèque où Gabrielle lui lisait des histoires. Dans cette bibliothèque, elle découvrit quelque chose qui la bouleversa. Un album photo entier consacré à sa disparition, articles de journaux, témoignages, photos de la police scientifique. Gabrielle avait tout conservé. Comme un enquêteur obsessionnel, au milieu de l'album, une photo la fit frémir. Agnès Perrault, prise lors d'un barbecue familial quelques mois avant la disparition. Une femme brune d'une 40aine d'années, au regard intense, mais ce qui troubla Noémie, ce fut l'expression de cette femme. Elle ne regardait pas l'objectif, mais Gabrielle, avec une intensité dérangeante. « Inspecteur Moreau arrive dans 1 heure », annonça Gabrielle en revenant. « Il veut vous interroger sur vos souvenirs de l'orphelinat. » Gabrielle, « Regardez cette photo. » Il s'approcha et observa le cliché d'Agnès. « Mon Dieu, je n'avais jamais remarqué cette expression. Elle vous regardait comme si vous lui apparteniez. » Gabrielle sentit un malaise l'envahir. Comment avait-il pu être si aveugle? Les signes étaient là sous ses yeux. Mais il avait été trop absorbé par son travail et ses problèmes conjugaux pour les voir. « Il faut retrouver cette femme », dit Noémie avec détermination. « Elle seule peut nous dire ce qui s'est vraiment passé. Les enquêteurs de l'époque ont cherché partout. Agnès Perrault a disparu sans laisser de traces. Alors elle s'est donné une nouvelle identité. Mais on ne peut pas disparaître complètement. Pas dans le monde d'aujourd'hui. » Gabrielle admira la perspicacité de sa fille. 25 ans dans la rue lui avaient appris à survivre, à analyser les situations, à ne faire confiance à personne. L'inspecteur Moreau a des contacts dans toute la France, si Agnès est encore vivante. Il la trouvera, pendant ce temps, sur l'autoroute A6.
Viviane Meunier roulait vers Paris dans sa BMW noire. Elle avait quitté Lyon précipitamment après l'appel de la police, abandonnant ses crèches, sa vie soigneusement construite. Dans son sac de voyage, le revolver côtoyait une liasse de billets et un passeport au nom de Claire Dubois, une identité de secours qu'elle gardait depuis des années. Elle avait tout prévu, sauf que Lola réapparaîtrait un jour dans la vie de Gabriel. Cette petite garce avait grandi, mais elle restait un obstacle à éliminer. Gabriel lui appartenait, il lui avait toujours appartenu, même s'il ne s'en était jamais rendu compte. Et personne, surtout pas cette clocharde qui se faisait passer pour sa fille, ne lui volerait ce qui était à elle. Viviane sourit en pensant à son plan. Simple, efficace. Une fois Lola éliminée, Gabriel aurait de nouveau besoin de réconfort, et qui mieux qu'Agnès pour le consoler, elle reviendrait dans sa vie, plus indispensable que jamais. Il lui suffirait d'attendre le bon moment, et ce moment approchait. L'inspecteur Moreau arriva à la villa de Neuilly avec une équipe de 3 policiers et une mallette remplie de dossiers. Homme de 55 ans aux cheveux gris fer, il dirigeait la brigade criminelle de Paris depuis 15 ans et avait accepté de rouvrir l'affaire Vasseur avec un enthousiasme qu'il ne cachait pas. « Monsieur Vasseur, mademoiselle Blanchard, ou plutôt mademoiselle Vasseur », dit-il en serrant leurs mains. « Cette affaire m'a toujours tracassé. 25 ans de métier, et je n'ai jamais cru à la version de la fugue. » Ils s'installèrent dans le salon. Moreau étala sur la table basse les photos d'époque. Les témoignages, les rapports d'enquête jaunis par le temps. Première chose, nous avons identifié la véritable identité de Viviane Meunier. Après recherches approfondies, il s'agit bien d'Agnès Perrault, votre ancienne gouvernante. Gabriel et Noémie échangèrent un regard. Leurs soupçons se confirmaient. « Comment avez-vous fait le lien ?» demanda Gabriel. « Empreinte digitale. Madame Meunier avait été contrôlée il y a 3 ans pour un excès de vitesse, quand nous avons croisé ses empreintes avec celles relevées dans la chambre de Lola en 1999. Bingo, correspondance parfaite. » L'inspecteur sortit une photo récente. « Voici Viviane Meunier, aujourd'hui. Elle dirige 6 crèches dans la région lyonnaise. Ironie du sort. Elle s'est spécialisée dans la petite enfance. » Noémie frissonna en reconnaissant les traits d'Agnès Perrault, vieillie, mais toujours marquée par cette intensité dérangeante qu'elle avait remarquée sur les anciennes photos. « Nous nous sommes rendus chez elle ce matin pour l'interpeller, » continua Moreau. « Trop tard, l'oiseau s'était envolé. Selon ses voisins, elle est partie hier soir avec plusieurs valises. Elle sait qu'on l'a identifiée, » murmura Gabriel. « Exactement. Ce qui nous amène au problème suivant. Nous pensons qu'elle peut représenter un danger pour vous deux. Une femme qui kidnappe un enfant par obsession amoureuse et qui reconstruit sa vie sur ce mensonge, quand tout s'écroule, elle peut devenir imprévisible. » Moreau se tourna vers Noémie. « Mademoiselle, accepteriez-vous de nous raconter vos souvenirs de l'orphelinat ? Le moindre détail peut nous aider. » Noémie ferma les yeux. Replongeant dans ses souvenirs d'enfance. « Je suis arrivée à Sainte-Claire un matin de septembre. J'avais 4 ans, je pleurais beaucoup, je réclamais Tata Agnès et Papa, le directeur, Monsieur Dubois, me répétait que mes parents étaient morts et que personne ne viendrait me chercher. Vous disiez Tata Agnès. » Gabriel tressaillit. « Oui, les premières semaines, je ne comprenais pas pourquoi elle n'était pas venue avec moi. Sœur Marguerite, l'infirmière, a essayé de me faire oublier en me disant que c'était mieux d'oublier le passé. » Moreau prenait des notes. « Ce Monsieur Dubois, le directeur, nous allons l'interroger. S'il a accepté un enfant avec des papiers douteux, il a peut-être été corrompu. Il est mort il y a 10 ans, » intervint un des policiers qui consultait son téléphone. « Cancer du foie. Tant pis. Et sœur Marguerite, décédée aussi, il y a 5 ans. » Moreau soupira. « Les témoins disparaissent. Mais nous avons autre chose. » Il sortit de sa mallette une chemise bleue. « Nous avons épluché les comptes d'Agnès Perrault de l'époque, 3 jours avant votre disparition, mademoiselle Vasseur. Elle a retiré 50 000 € en liquide de son compte épargne, une somme énorme pour une gouvernante. Pour corrompre le directeur de l'orphelinat, » suggéra Gabriel. « C'est notre hypothèse. Et regardez ça. Le lendemain de sa disparition, elle a tenté d'accéder à un compte offshore aux îles Caïmans. Le virement a été bloqué par sa banque, mais ça prouve qu'elle avait préparé sa fuite. Un silence pesant s'installa. L'ampleur de la manipulation d'Agnès Perrault devenait évidente. Ce n'était pas un geste impulsif,
mais un plan mûrement réfléchi. « Il y a autre chose, » reprit Moreau. « Nous avons interrogé les anciens employés de l'époque. Marie-Claire Dufour, l'ancienne femme de ménage, nous a dit quelque chose d'intéressant. Selon elle, Agnès Perrault était bizarre avec vous. Monsieur Vasseur, bizarre comment? Elle épiait vos conversations téléphoniques, fouillait votre courrier, connaissait votre emploi du temps mieux que votre secrétaire, et quand votre ex-femme venait récupérer Lola, Agnès trouvait toujours des prétextes pour rester dans les parages et écouter vos disputes. Gabrielle se prit la tête dans les mains. Comment ai-je pu être si aveugle? Tous ces signes. Elle était obsédée par moi. Vous n'étiez pas psychologue, papa. Le mot était sorti naturellement des lèvres de Noémie, pour la première fois depuis leur retrouvaille. Elle l'avait appelé « papa ». Gabrielle sentit ses yeux s'embuer. « Nous avons diffusé un avis de recherche nationale », continua Moreau, ému lui aussi par cette scène. Agnès Perrault est désormais considérée comme dangereuse. Elle a changé d'identité une fois. Elle peut recommencer. Et en attendant, demanda Gabrielle, protection rapprochée. Mes hommes vont surveiller la villa jour et nuit. Et vous, mademoiselle Vasseur, vous ne sortez plus seule. Noémie protesta. Je ne vais pas rester enfermée. J'ai ma vie, mon travail. Votre travail. Moreau fronça les sourcils. Vous travaillez où? Je récupère des matériaux recyclables. L'inspecteur échangea un regard avec Gabrielle. Mademoiselle, une femme qui a kidnappé un enfant il y a 25 ans et qui vient de voir sa nouvelle vie s'écrouler. Elle n'est plus rationnelle. Si elle vous considère comme responsable de sa chute, elle voudra m'éliminer, compléta Noémie. Je comprends. Gabrielle posa doucement sa main sur celle de sa fille. Nous allons traverser ça ensemble. Et quand cette folle sera arrêtée, nous pourrons enfin commencer à vivre normalement. Normalement. Noémie le regarda avec un sourire triste. Papa, nous ne serons jamais normaux. Trop d'années perdues, trop de blessures. Mais peut-être qu'on peut apprendre à être une famille malgré tout. Cette fois, Gabrielle ne put retenir ses larmes. Sa petite fille était devenue une femme remarquable, forte et lucide, une survivante. L'inspecteur Moreau, respectant ce moment d'émotion, rassembla ses dossiers. Nous allons vous laisser. Mes hommes prendront position autour de la villa dans l'heure. Et surtout, si vous voyez quoi que ce soit de suspect, nous vous appelons immédiatement, promit Gabrielle, après le départ de la police. Père et fille restèrent seuls dans le salon. Le poids de la vérité enfin révélée pesait sur leurs épaules. Agnès était amoureuse de vous, dit soudain Noémie. Depuis le début, et moi, j'étais un obstacle à son fantasme, une enfant qui monopolisait votre attention. Alors elle a décidé de nous séparer, de me faire souffrir comme elle souffrait de ne pas être aimée. Et maintenant qu'on s'est retrouvés, son plan de vengeance s'écroule. Elle doit nous haïr tous les deux. Gabrielle sera sa fille contre lui, geste protecteur qu'il n'avait pas pu faire depuis 25 ans. Je ne la laisserai plus jamais vous faire du mal. Plus jamais. Mais à 50 km de là, dans une chambre d'hôtel miteux de la banlieue parisienne, Viviane Meunier nettoyait méthodiquement son revolver en observant les photos de Gabrielle et Noémie étalées sur le lit. Des photos prises avec un téléobjectif devant la villa de Neuilly. « Ma petite Lola », murmura-t-elle en caressant une photo de Noémie. « Tu as grandi, mais tu restes la même petite peste qui a tout gâché. Cette fois, je vais finir le travail. » Elle glissa le revolver dans son sac et sourit. Demain, elle mettrait son plan à exécution. Gabrielle comprendrait enfin qu'il n'y avait qu'une seule femme digne de son amour. Et cette femme, c'était elle. 3 jours avaient passé depuis l'installation de la protection policière autour de la villa. Noémie s'adaptait difficilement à cette vie surveillée, elle qui avait toujours vécu libre comme l'air. Ce matin-là, malgré les consignes de sécurité, elle décida de sortir faire une course rapide à la pharmacie du quartier. « Je reviens dans 20 minutes », dit-elle à Gabrielle qui prenait son petit déjeuner en consultant ses dossiers. « J'ai besoin d'aspirine. Prends Henri, le chauffeur, ou attends-moi, je t'accompagne. Papa, c'est à 200 mètres et il y a des policiers partout dans le coin. » Gabrielle hésita, puis hocha la tête. Sa fille avait besoin de retrouver un semblant de normalité. « D'accord, mais tu prends ton téléphone et tu restes sur les grandes rues. » Noémie sortit de la villa sous l'œil vigilant du policier en faction. L'air frais du matin lui fit du bien. Depuis qu'elle avait réintégré ce monde de luxe, elle se sentait parfois étouffée, nostalgique de la liberté brutale de la rue. Elle traversa la place du marché de Neuilly, saluant d'un signe de tête les commerçants qui commençaient à la reconnaître.
La pharmacie se trouvait au coin de la rue Madeleine, dans un petit immeuble bourgeois typique du quartier. Elle ne remarqua pas la femme brune qui l'observait depuis la terrasse d'un café, dissimulée derrière des lunettes de soleil et un chapeau à large bord. Viviane Meunier avait patiemment étudié les habitudes de la villa pendant 3 jours. Elle connaissait les rondes des policiers, les heures de sortie du chauffeur, les mouvements de Gabriel, et surtout, elle avait repéré cette pharmacie où Noémie se rendait chaque matin pour acheter ses cigarettes. Aujourd'hui était le jour parfait. Gabriel était resté à la maison, occupé par ses affaires. Les flics étaient relâchés, persuadés qu'elle avait fui Paris. Erreur fatale. Viviane termina son café et se dirigea discrètement vers la pharmacie. Dans son sac, le revolver pesait lourd contre sa hanche. Elle avait répété son plan 100 fois. Attendre que Noémie sorte, la suivre dans une petite rue tranquille, l'emmener dans un endroit isolé. Là, elle pourrait enfin lui dire ses 4 vérités avant de la faire taire définitivement. À l'intérieur de la pharmacie, Noémie discutait avec Madame Dubois, la pharmacienne, une femme aimable d'une 60aine d'années qui lui rappelait sœur Marguerite. « Ces aspirines vous iront très bien, mademoiselle, et n'hésitez pas si vous avez besoin d'autre chose. Ça fait plaisir de voir de nouveaux visages dans le quartier. » Noémie sourit et paya ses achats. En sortant, elle consulta son téléphone. Un message de Gabriel lui demandant de passer chez le boulanger prendre des croissants pour le déjeuner. Elle hésita. Cela l'obligeait à faire un détour par la rue Pasteur, plus isolée. « Tant pis », murmura-t-elle en se dirigeant vers la boulangerie. Viviane la suivait à distance. Le cœur battant d'excitation. Enfin, après 25 ans, elle allait pouvoir s'expliquer avec cette petite garce qui avait détruit sa vie, car c'était bien la faute de Lola si tout avait mal tourné. Sans elle, Gabriel aurait fini par remarquer Agnès, par comprendre qu'elle était la femme de sa vie. Rue Pasteur, Noémie ralentit, quelque chose clochait, une sensation désagréable, cette intuition de danger qui l'avait souvent sauvée dans la rue. Elle se retourna discrètement et aperçut une femme brune qui s'arrêta brusquement devant une vitrine. « Merde !» souffla-t-elle. Elle pressa le pas, mais la femme accéléra aussi. Plus de doute possible, on la suivait. Noémie chercha des yeux un endroit sûr, un magasin, un café, n'importe quoi, mais la rue Pasteur était étrangement déserte à cette heure. Lola. La voix la fit se retourner. La femme avait ôté ses lunettes et son chapeau. Noémie reconnut immédiatement le visage d'Agnès Perrault. Vieillie, mais toujours marquée par cette intensité dérangeante. « Ma petite Lola, tu as tellement grandi. » Viviane s'approchait lentement, la main dans son sac. Son regard brillait d'une lueur malsaine qui fit frissonner Noémie. « Je ne suis pas Lola. Je suis Noémie, » dit-elle en reculant. « Bien sûr que tu es Lola. Ma petite Lola, tu as oublié comme on était bien toutes les deux. Ces 3 jours magiques où tu m'appelais Maman Viviane. » Noémie sentit un vertige la saisir. Des images floues remontèrent à sa mémoire. Une maison inconnue, une femme qui lui donnait le bain, qui la berçait en chantant. « C'est vous qui m'avez enlevée. » « Enlevée ?» Viviane eut un rire aigu. « Je t'ai sauvée. Tu ne te rends pas compte à quel point ton père était égoïste. Il ne pensait qu'à son travail, qu'à son ex-femme. Il ne méritait pas une petite fille aussi parfaite que toi. Vous êtes folle, folle. » Le visage de Viviane se durcit. Folle d'avoir donné ma vie entière à cette famille, folle d'avoir aimé Gabriel plus que tout au monde. Il était aveugle, il ne voyait pas que j'étais la femme parfaite pour lui. Elle sortit le revolver de son sac. Noémie recula encore, cherchant une issue. Alors vous avez détruit sa vie, et la mienne. J'ai voulu lui faire comprendre ce que c'était que de souffrir, comme moi je souffrais chaque jour de ne pas être aimée. Mais maintenant, tu es revenue, et tu as tout gâché. Mes crèches, ma réputation, ma nouvelle vie, tout ça à cause de toi. » Viviane leva son arme, les mains tremblantes. « Cette fois, je vais finir le travail. Gabriel comprendra enfin qu'il a besoin de moi pour le consoler. Il ne vous aimera jamais. Jamais. Vous n'êtes qu'une déséquilibrée. » La gifle claqua dans l'air. Viviane avait frappé de sa main libre, le visage déformé par la rage. « Tais-toi. Tu ne sais rien de l'amour. Rien. Moi, j'ai tout sacrifié pour lui. Ma jeunesse, mes rêves, ma liberté. Et toi, petite peste, tu débarques.
Et tu crois que tout est dû. Noémie porta la main à sa joue, sentant le goût du sang dans sa bouche. Mais sa peur se muait en colère. Cette femme avait détruit sa famille, volé son enfance, causé la mort de sa mère. Vous savez quoi? Ma mère est morte à cause de vous. Morte. Elle s'est tuée au volant parce qu'elle n'arrivait pas à vivre sans moi. Vous avez du sang sur les mains. Ta mère était faible. Une artiste sans caractère. Moi, j'aurais su rendre Gabriel heureux. Vous êtes pathétique. Une vieille fille frustrée qui s'invente des histoires d'amour. Viviane pointa le revolver vers la tête de Noémie. Ça suffit. Tu vas venir avec moi, on va aller dans un endroit tranquille et tu vas m'écouter. Tu vas comprendre pourquoi j'ai fait ça et après... Après quoi, vous allez me tuer. Si tu m'y obliges, oui. Noémie regarda autour d'elle. La rue était toujours déserte. Son téléphone était dans sa poche, mais elle n'aurait jamais le temps de le sortir. Il fallait qu'elle gagne du temps, qu'elle trouve un moyen de s'échapper. D'accord, dit-elle finalement. Je vous écoute, racontez-moi tout. Viviane sourit, baissant légèrement son arme. Ma petite Lola, tu vas enfin comprendre. Viens, ma voiture est garée là-bas. Elles se dirigèrent vers une Renault grise banalisée. Viviane gardait le revolver pointé discrètement vers Noémie, tout en surveillant les alentours. Monte, et pas de geste brusque. Noémie s'installa côté passager, l'esprit en ébullition. Il fallait qu'elle prévienne Gabriel, qu'elle trouve un moyen de s'échapper. Cette femme était complètement déséquilibrée, capable de tout. Viviane démarra et s'engagea dans les rues de Neuilly. Direction la banlieue. Tu sais, Lola, ces 3 jours où je t'ai gardée chez moi ont été les plus beaux de ma vie. Tu étais si mignonne, si confiante. Tu me prenais vraiment pour ta maman. Dans le rétroviseur, Noémie aperçut soudain une voiture de police qui les suivait à distance. Son cœur bondit d'espoir. Gabriel avait dû s'inquiéter de son absence et prévenir les flics. Il fallait qu'elle gagne encore du temps, le temps que les secours arrivent. « Racontez-moi, » dit-elle. « Racontez-moi ces 3 jours. » Et Viviane, heureuse d'avoir enfin une oreille attentive, se lança dans le récit détaillé de son crime. Sans savoir qu'elle était en train de signer ses aveux, Gabriel faisait les 100 pas dans sa villa, consultant sa montre toutes les 30 secondes. Noémie était partie depuis plus d'1 heure pour une course de 20 minutes. Son téléphone tombait directement sur messagerie. « Henri », appela-t-il son chauffeur. « Prenez la voiture, on va la chercher. » Ils foncèrent vers la pharmacie, où Madame Dubois confirma que Noémie était bien passée vers 10 heures. « Elle est partie direction la boulangerie Moreau, rue Pasteur », précisa-t-elle. Gabriel sentit son sang se glacer. La rue Pasteur était isolée, peu fréquentée. Exactement le genre d'endroit qu'Agnès choisirait pour un enlèvement, il appela immédiatement l'inspecteur Moreau. Elle a disparu. Noémie a disparu. Cette folle l'a eue. Du calme, monsieur Vasseur. Mes hommes ratissent le quartier. Nous allons la retrouver. Pendant ce temps, dans un entrepôt désaffecté de Gennevilliers, Viviane Meunier attachait Noémie à une chaise métallique avec des cordes qu'elle avait préparées. L'endroit était parfait, isolé, insonorisé, loin de toute habitation. « Voilà, ma petite Lola. Maintenant, nous allons pouvoir parler tranquillement. » Noémie testait discrètement ses liens. Les cordes étaient serrées, mais elle avait appris quelques trucs dans la rue pour se défaire de ce genre d'entrave. Il fallait juste qu'elle gagne du temps. « Vous disiez que vous m'aviez gardé 3 jours chez vous. Racontez-moi tout. » Viviane s'assit en face d'elle, le revolver posé sur ses genoux. Ses yeux brillaient d'une lueur nostalgique et malsaine. « Ah, ces 3 jours. Tu étais si adorable, Lola. Le premier soir, tu as pleuré en réclamant ton papa. Alors je t'ai dit qu'il était parti en voyage mais qu'il reviendrait bientôt. Tu m'as cru. » Le souvenir remontait lentement à la mémoire de Noémie. Une chambre inconnue, des draps qui sentaient la lavande. Une femme qui lui chantait des berceuses. « Le 2e jour, tu as commencé à m'appeler « Maman Viviane ». Tu sais comme ça m'a rendue heureuse. J'avais enfin une famille, j'étais enfin quelqu'un d'important pour quelqu'un. Et le 3e jour, le visage de Viviane s'assombrit. Le 3e jour, j'ai compris que je ne pourrais pas te garder. Ton père te cherchait partout. La police enquêtait. Il fallait que je te fasse disparaître pour de bon. Alors vous m'avez emmenée à l'orphelinat. Ça m'a brisé le cœur. Tu pleurais? Tu ne comprenais pas pourquoi je t'abandonnais, mais c'était nécessaire. Gabriel devait souffrir comme j'avais souffert. Il devait comprendre ce que ça faisait de perdre ce qu'on aime le plus. Noémie sentit la colère monter en elle.
Vous avez détruit 3 vies par égoïsme, mon père, ma mère et moi. Ton père s'en est remis, il a continué sa petite vie de millionnaire. C'est moi qui ai le plus souffert. Moi qui ai dû tout quitter, changer d'identité, recommencer à zéro. Avec l'argent que vous aviez volé. Viviane haussa les épaules. Je méritais cet argent, après 3 ans de dévouement total, et j'en ai fait bon usage. Mes crèches ont aidé des milliers d'enfants. Vous vous prenez pour une bienfaitrice. Vous êtes une criminelle. Je suis une femme qui a aimé, qui a tout donné pour un homme qui ne la voyait même pas. Tu ne peux pas comprendre ça. Toi qui as eu la chance d'être aimée dès ta naissance. Noémie avait presque réussi à desserrer ses liens. Encore quelques minutes, et elle pourrait se libérer. Mais il fallait que Viviane continue à parler. Pourquoi revenir maintenant? Vous aviez une nouvelle vie? Parce que tu as tout détruit, explosa Viviane. Quand j'ai appris que Gabriel t'avait retrouvé, que vous faisiez des tests ADN, j'ai compris que mon passé allait me rattraper. Mes crèches, ma réputation, tout allait s'écrouler. Alors vous avez décidé de me tuer. Je n'ai pas le choix. Si tu disparais définitivement cette fois, Gabriel aura besoin de réconfort. Et qui mieux que moi pour le consoler? Je reviendrai dans sa vie, différemment. Je lui dirai que j'ai appris pour Lola et que je veux l'aider à surmonter sa peine. Il vous reconnaîtra. Après 25 ans, et avec quelques modifications, non. Je serai juste une femme compatissante qui comprend sa douleur. Noémie réalisa l'étendue de la folie de cette femme. Viviane avait tout planifié, l'éliminer, puis se rapprocher de Gabriel sous une nouvelle identité, pour enfin obtenir l'amour qu'elle convoitait depuis des décennies. Un bruit de moteur au loin fit sursauter Viviane. Elle se leva et scruta par la fenêtre sale de l'entrepôt. Merde, des flics. Effectivement, 3 voitures de police et la Mercedes de Gabriel s'approchaient rapidement du bâtiment. L'inspecteur Moreau avait réussi à localiser Viviane grâce aux caméras de surveillance de la ville. « Comment ils m'ont trouvé ?» paniqua Viviane. Noémie sourit. « Vous avez sous-estimé la technologie moderne et l'amour d'un père pour sa fille. » Viviane pointa rageusement son revolver vers elle. « Tant pis, si je ne peux pas t'emmener, je vais au moins finir ce que j'ai commencé. » Au même moment, Noémie réussit à se libérer de ses liens, d'un mouvement fluide acquis dans les bagarres de rue. Elle se jeta sur Viviane et lui agrippa le poignet armé. Les 2 femmes luttèrent violemment, roulant sur le sol poussiéreux de l'entrepôt. Viviane était plus âgée, mais la folie lui donnait une force surprenante. Noémie, elle, se battait avec l'énergie du désespoir et l'expérience de la survie urbaine. « Lâche-moi, petite garce. Jamais. Vous avez assez fait de mal. » Le coup de feu partit par accident. La balle se fichant dans le plafond, Noémie profita de la surprise de Viviane pour lui arracher l'arme et l'envoyer rouler plus loin. « Police, jetez vos armes !» La porte de l'entrepôt explosa sous les coups de bélier. L'inspecteur Moreau et ses hommes firent irruption, suivis de Gabriel qui cherchait désespérément sa fille des yeux. Noémie, « Papa, je vais bien ?» Viviane, acculée, rampa vers le revolver. Moreau cria. « Ne bougez plus !» Mains en l'air. Mais Viviane réussit à saisir l'arme. D'un geste désespéré, elle la pointa vers Noémie. « Si je ne peux pas avoir Gabriel, personne ne l'aura. Surtout pas cette petite. » Gabriel vit le doigt de Viviane se crisper sur la détente. Sans réfléchir, il se jeta devant sa fille au moment où le coup partait. « Papa !» Gabriel s'effondra, une tache rouge s'élargissant sur sa chemise blanche. Viviane, réalisant ce qu'elle venait de faire, lâcha son arme et tomba à genoux. Gabriel, non, ce n'était pas, je ne voulais pas. Les policiers se ruèrent sur elle pour la maîtriser, tandis que Noémie s'agenouillait près de son père. « Papa, papa, restez avec moi. » Gabriel ouvrit péniblement les yeux, un sourire faible sur les lèvres. « Ma petite fille, tu vas bien? Ne parlez pas. Les secours arrivent. Noémie, écoute-moi. » Il lui prit la main avec difficulté. « Je t'aime, je t'ai toujours aimé, même quand je ne savais pas où tu étais. Moi aussi je vous aime. »« Papa, vous allez vous en sortir, d'accord? On a encore tant de choses à rattraper. » Les sirènes des ambulances se rapprochaient. Gabriel serra la main de sa fille une dernière fois avant de perdre connaissance. Viviane, menottée et emmenée par les policiers, hurlait. Je l'aimais plus que tout. Pourquoi il ne me voyait pas? Pourquoi? Mais personne ne l'écoutait. Son règne de terreur était enfin terminé. L'hôpital américain de Neuilly bourdonnait d'activité. Dans le couloir des soins intensifs, Noémie faisait les 100 pas,
ses vêtements encore tachés du sang de son père. Cela faisait 6 heures que Gabriel était en salle d'opération. 6 heures d'angoisse pure. Mademoiselle Vasseur. Un chirurgien en blouse verte s'approcha, retirant son masque. « Je suis le docteur Lemarchand. Votre père est hors de danger. » Noémie sentit ses jambes se dérober. Il va s'en sortir. La balle a traversé l'épaule sans toucher d'organe vital. Il a perdu beaucoup de sang, mais il est solide. Vous pourrez le voir dans quelques minutes. Les larmes de soulagement coulèrent sur les joues de Noémie. L'inspecteur Moreau, qui avait attendu avec elle, posa une main rassurante sur son épaule. Tout est fini maintenant. Agnès Perrault ou Viviane Meunier ne nuira plus à personne. Elle passera le reste de sa vie en prison. Qu'est-ce qu'elle a dit pendant l'interrogatoire? Tout. Elle a tout avoué. L'enlèvement, la corruption du directeur de l'orphelinat, les faux papiers, 25 ans de mensonges qui s'écroulaient. Elle a même reconnu avoir tué indirectement votre mère. Par ses actes, dans la chambre 302, Gabriel ouvrait lentement les yeux. Son épaule droite était immobilisée, mais il était vivant. Vivant et enfin libéré du cauchemar qui durait depuis un quart de siècle. « Papa !» Noémie se précipita vers lui, prenant délicatement sa main valide. « Ma petite fille. » Sa voix était faible mais claire. « Tu vas bien? Elle ne t'a pas fait de mal. »« Non, papa, c'est fini, tout est fini. » Gabriel ferma les yeux, submergé par l'émotion. « Dire que j'ai failli te perdre une deuxième fois. Mais vous ne m'avez pas perdu. Vous m'avez sauvé encore une fois. Non, c'est toi qui m'as sauvé. C'est 25 années sans toi. J'étais un mort-vivant maintenant. Grâce à toi, je peux enfin revivre. » Ils restèrent de silencieux un moment, se contentant d'être ensemble, père et fille enfin réunis, après tant d'années volées. « Papa, j'ai pris une décision pendant que vous étiez au bloc. » Gabriel la regarda avec attention. « Je veux garder le nom de Noémie. C'est qui je suis devenue. Mais je prends votre nom de famille, Noémie Vasseur. Ça vous va ?» Un sourire illumina le visage de Gabriel. « C'est parfait. Tu es parfaite. » 3 mois plus tard, la villa de Neuilly avait retrouvé la vie. Gabriel, complètement rétabli, avait transformé l'ancien bureau d'Agnès en espace de travail pour Noémie, car sa fille avait tenu parole. Elle continuait à travailler, mais différemment. « Les plans du centre d'accueil de Belleville sont prêts », annonça-t-elle en étalant les documents sur la table du salon. 50 lits, une cuisine communautaire, des douches et un espace de formation professionnelle. Gabriel étudia les plans avec fierté. Sa fille avait créé la fondation Lola Vasseur, du nom de l'enfant qu'elle avait été. Dédiée à l'aide aux sans-abri, avec la fortune familiale derrière elle, Noémie pouvait enfin donner un sens à toutes ces années de galère. Et le centre de Marseille, ouverture prévue en janvier, Madame Dubois. L'ancienne pharmacienne a accepté d'être notre coordinatrice là-bas. Elle a une vraie vocation pour aider les gens. Gabriel observait sa fille avec admiration. En 3 mois, elle avait monté une organisation qui aidait déjà des centaines de personnes. Son expérience de la rue lui donnait une crédibilité unique auprès des sans-abri, qui lui faisait de confiance comme jamais il ne ferait de confiance à un travailleur social classique. « Au fait, j'ai eu l'inspecteur Moreau au téléphone ce matin, » dit Gabriel. « Le procès de Viviane aura lieu en septembre. Tu te sens prête à témoigner ?» Noémie hocha la tête. « Il le faut, pour toutes ces victimes. » Pour maman aussi. Ils avaient fait installer une plaque dans le jardin, près des rosiers blancs que Gabriel entretenait religieusement, à la mémoire de Céline Vasseur, mère aimante, emportée trop tôt. « Papa, est-ce que vous regrettez parfois toutes ces années perdues ?» Gabriel prit sa fille dans ses bras, geste qui était devenu naturel entre eux. « Non, parce que ces années ont fait de toi la femme extraordinaire que tu es. Si tu avais grandi dans le luxe, entourée de domestiques, aurais-tu cette force, cette compassion pour les démunis, cette détermination? Peut-être pas. Alors ne regrettons rien. L'important, c'est ce qu'on fait maintenant, ensemble. » Le téléphone sonna. Henri, le chauffeur, décrocha dans l'entrée. « Monsieur Gabriel, c'est pour mademoiselle Noémie, un journaliste du Figaro. » Noémie grimaça, malgré ses efforts pour rester discrète. L'histoire de la fille retrouvée était devenue un symbole d'espoir dans les médias. « Dis-lui que mademoiselle Vasseur ne donne pas d'interview personnelle, mais qu'elle acceptera de parler de sa fondation, » lança Gabriel. C'était leur compromis. Pas de people, pas d'exploitation de leur histoire, mais de la communication autour des causes qui leur tenaient à cœur,
Le soir même, Noémie conduisait la camionnette de la fondation dans les rues du 7e arrondissement. À ses côtés, Karim, un ancien SDF qu'elle avait sorti de la rue et qui était devenu son assistant, préparait les sandwichs et les thermos de café. « Tiens, voilà Marcel », dit Karim en désignant un vieil homme assis près d'une bouche de métro. Noémie arrêta la camionnette. Marcel était un habitué, un ancien ouvrier du bâtiment que l'alcool avait détruit. Elle le connaissait depuis ses propres années de galère. « Salut Marcel, ça va ?»« Noémie, ma petite. Alors c'est vrai cette histoire. Tu es devenue riche. »« Pas riche Marcel, juste, j'ai retrouvé ma famille. » Elle lui tendit un sandwich et un café fumant. « Et toi, toujours pas envie d'essayer notre centre ?» Marcel secoua la tête avec un sourire édenté. « Tu sais bien que je suis trop vieux pour changer, mais c'est gentil quand même. L'offre reste ouverte, toujours. » Plus loin, rue de Varennes, Noémie s'arrêta devant l'immeuble où Gabriel l'avait trouvé 3 mois plus tôt. Un homme en costume sortait du bâtiment, téléphone à l'oreille, l'air pressé. En voyant Noémie distribuer de la nourriture, il fronça les sourcils avec dégoût. Encore ces clochards. On ne peut plus sortir de chez soi tranquillement. Noémie sourit et s'approcha de lui. « Bonsoir, je me présente, Noémie Vasseur, directrice de la fondation Lola Vasseur. Et vous ?» L'homme la regarda. Interdit, le nom de Vasseur était connu dans le quartier, synonyme de puissance et de richesse. Monsieur Dubois, j'habite au 3e. Enchanté, Monsieur Dubois. Vous savez, ces clochards, comme vous dites, ils ont tous une histoire, des familles qui les cherchent peut-être, des talents inexploités, des rêves brisés. Moi-même, il y a quelques mois, je fouillais vos poubelles pour survivre. L'homme rougit, gêné. Je ne savais pas. Maintenant vous savez. Bonne soirée. Elle remonta dans sa camionnette, laissant Monsieur Dubois méditer sur ses préjugés. Minuit, Villa de Neuilly, Gabriel attendait sa fille dans le salon. Un verre de cognac à la main, rituel quotidien. Elle rentrait de ses tournées. Ils discutèrent de leur journée avant d'aller se coucher. « Bonne tournée ?» demanda-t-il en l'embrassant sur le front. « Excellente. On a distribué 150 repas et convaincu 2 personnes de venir au centre de Belleville. Je suis fière de toi. Et moi, je suis fière d'être votre fille. » Ils s'installèrent côte à côte sur le canapé, regardant par la baie vitrée le jardin illuminé par la lune. Les rosiers blancs de Céline brillaient doucement dans la nuit. « Papa, vous croyez qu'elle nous voit, maman ?» Gabriel serra la main de sa fille. « J'en suis sûre. Et elle est fière de la femme que tu es devenue. » Quelque part, dans sa cellule de la prison de Fleury-Mérogis, Viviane Meunier écrivait sa 1000e lettre à Gabriel. Une lettre qu'il ne recevrait jamais, comme toutes les autres. Dans son esprit malade, elle s'inventait encore des scénarios où il viendrait la voir, où il comprendrait enfin son amour. Mais Gabriel et Noémie avaient tourné cette page sombre. Ils regardèrent vers l'avenir, construisant ensemble ce que 25 ans de séparation leur avaient volé. « Tu sais ce qui me rend le plus heureux ?» murmura Gabriel. « Quoi ? Ce n'est pas d'avoir retrouvé ma petite Lola. C'est d'avoir découvert Noémie, la femme extraordinaire que ma fille est devenue. » Dans le silence de la nuit, père et fille savouraient cette vérité simple. L'amour véritable survit à tout, même au temps et à la folie des hommes.